Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous sommes avec vous en direct en ce lundi de Pâques, lundi 1er avril. De moins en moins de poissons quand même, je trouve, dans la presse. Faut dire que... Parce que de moins en moins d'humour aussi. Oui. Peut-être aussi, oui, peut-être. J'en ai vu quelques-uns ce matin. C'est vrai. Des petits sympas, ouais. Il y avait quoi dans la presse La pêche à la ligne, nouvelle discipline olympique, par exemple. Voilà. C'est pas possible. Le 100 mètres olympique sur le toit de la maison de Radio France. Ah oui, pas mal. Christine Bouillot est avec nous, journaliste à Sud Radio, correspondante à Toulouse. Frédéric Fougera, président de Tancan Paris, c'est une agence de communication, cofondateur également de l'agence Cogiteur. Et je rappelle votre livre, La com est un métier, aux éditions Bréal Studirama. Arlette Chabot, journaliste, éditorialiste. On vous retrouve tous les lundis à 7h35 sur Sud Radio. Et puis Michael Darmon, journaliste politique chez i24 News. Et vous avez publié dans les secrets d'un règne, dans les coulisses d'un quinquennat de crise aux éditions L'Archipel. Et vous publiez... Le pape et la matriarche, l'histoire secrète des relations entre le Vatican et Israël. Voilà, enquête donc à découvrir dans quelques jours. Qui sort mercredi 3 avril aux éditions Passé Composé. Eh bien écoutez, c'est un sujet en tout cas passionnant et la couverture est très très belle, très réussie. On va parler de plein de choses. On va parler des franchises sur les médicaments qui vont doubler. On va parler également du terrorisme et de la menace sur les Jeux Olympiques. L'Allemagne qui légalise le cannabis récréatif. Beaucoup de sujets, mais dans vos coups de cœur et vos coups de gueule, il y a également sujet à débat. Je crois qu'Arlette veut revenir sur l'affaire du petit Émile, mais Frédéric Fougera, on va continuer avec vous. C'est un coup de gueule. Un coup de gueule pour une fois, oui. Un coup de gueule contre l'inefficacité de certains services publics. Alors ça paraît presque normal de dire ça, mais c'est quand même, il y a quand même un effet ras-le-bol au bout d'un moment. Je dis bien certains, parce que c'est pas tous les services publics, mais c'est à chaque fois l'image de tous les fonctionnaires qui en prend un coup, alors qu'il y en a d'autres qui travaillent et qui sont mobilisés pour bien faire leur boulot. Il y a quelques jours ici, je donnais l'exemple de France Travail qui, dès que vous les contactez, vous envoie immédiatement un accusé de réception pour vous garantir une réponse sous 48 heures, et éventuellement vous ne recevrez jamais de réponse. Merci France Travail. Autre exemple, là je voudrais prendre l'exemple de la mairie de Paris cette fois, avec le printemps et le retour du beau temps, espérons-le, ça va être aussi le retour des terrasses. Eh bien par exemple, sachez que pour renouveler une autorisation de terrasse déjà accordée par la mairie de Paris, par exemple en cas de reprise d'un fonds de commerce, eh bien la réponse de l'administration va être: sachez que le délai d'instruction est de 2 mois minimum. Alors 2 mois pourquoi ? En fait 2 mois pour rien, ou en fait 2 mois pour pas grand-chose, mais on va prendre son temps et on va donc vous faire perdre du temps. Voilà un exemple désolant de la déconnexion totale qu'il y a entre les administrations, une administration qui ne vit finalement que de la production de votre richesse, et puis vous qui avez envie de travailler mais qui êtes freiné de tous les côtés par des demandes d'autorisation, des permis, qui se superposent. C'est absolument insupportable, c'est complètement déconnecté. On est en 2024, ça n'a plus rien à voir avec la réalité, mais il y a des gens qui prennent leur temps pour vous répondre parce qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est que de travailler, d'aller chercher des clients. Là, vous de vous gagner attaquez de l'argent. aux fonctionnaires. En gros. Je m'attaque au système, parce que les fonctionnaires, ils font un boulot qui leur est demandé avec les moyens qui leur sont demandés. Moi, j'ai une suggestion à faire. Alors, j'allais dire pour le prochain mandat, mais enfin, il n'y a pas besoin d'attendre non plus pour l'appliquer. Peut-être que chaque adjoint au maire dans une collectivité ou chaque vice-président dans une collectivité territoriale pourrait avoir un engagement de simplification, et tous les 6 mois, même pas tous les ans, parce que tous les 6 mois, rendre des comptes de la simplification engagée, la mesure et les résultats. Est-ce qu'on a avancé, est-ce qu'on n'a pas avancé? Alors, quelque part, est-ce qu'on sert à quelque chose ou est-ce qu'on sert à rien? Stéphane, un auditeur, me dit, mais c'est pareil pour le chèque énergie, c'est soi-disant automatique, mais vous ne le recevez pas. Ça, c'est automatique, et je vous conseille dans Causeur, le papier de Sophie de Menton, qui m'a beaucoup fait rire, rire et jaune, c'est pas moi qui m'en occupe. C'est-à-dire, ce n'est pas la grande démission, mais le summum de la non-implication, la phrase qui semble exempter de tout effort celui auquel vous vous adressez en tant que malheureux client. Et ça, c'est un peu partout. C'est-à-dire, c'est pas moi qui suis responsable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service, en fait. La notion de service, elle a aussi beaucoup disparu. Non seulement c'est pas moi qui m'en occupe, mais si vous avez une difficulté avec une administration, de façon générale, l'administration vous demande de trouver la solution, alors que c'est elle qui est supposée vous apporter le service. C'est vrai. Petite réaction, vous constatez?
Oui, Christine. Juste, c'est souvent aussi le sentiment, c'est que ce dont parle Frédéric, c'est aussi toutes les relations en ligne qui sont compliquées, parce que souvent on a du mal, quand on est en usager des services publics, à avoir un guichet avec une présence qui nous permet de résoudre des difficultés. Enfin, et surtout, c'est parfois aussi le manque d'agence, c'est-à-dire que on peut vous recevoir du lundi au jeudi de 8h à midi, puis c'est tout. Donc c'est compliqué pour les usagers de dépatouiller un dossier dans ces conditions-là, quoi. C'est cet accès-là qui est difficile. Arlette, Christine a parfaitement raison, parce que taper 1, taper 2, taper 3, quand vous arrivez là, après, vous dites mince, mon cas ne correspond. Non, mais surtout mon cas ne correspond pas à ceux qui ont été aux choix qui sont proposés. Oui. Donc comment faire? Trouver un interlocuteur, et il y a personne. Donc là, vous rentrez dans une espèce de cauchemar absolu et vous demandez comment vous allez vous en sortir, alors que ailleurs, notamment, effectivement, il y a des fonctionnaires qui sont en grand nombre et qui bloquent plutôt que faciliter les démarches. Et on n'imagine pas à quel point c'est le carburant de la colère de la société. C'est ce qui a alimenté les Gilets jaunes. C'était au fond les exclus de cette société robotique. Le fait qu'effectivement qu'on doit maintenant prouver à chaque fois qu'on remplit un formulaire que nous ne sommes pas des robots en dit long. Il faut répondre à des questions stupides. Reconnaissez-vous des girafes, des voitures, c'est totalement débile. Et c'est partout, c'est blessant. Les gens en ressentent une forme d'humiliation et de blessure. Et une fois de plus, c'était, on le répétera toujours, c'était soi-disant la grande réflexion, décision au sortir des Gilets jaunes. Remettre de la fluidité entre les citoyens et l'administration. Voilà le résultat. Ça parle à nos auditeurs. François nous dit l'assurance maladie ne répond jamais. Effectivement, le chef carburant pas automatique, ça ne répond pas. Stéphane nous dit le pire, c'est la Poste qui vend des courriers préaffranchis, mais on n'a pas le suivi de cet envoi. Enfin bon. La Poste. Oui, la Poste. Bon, il y a quand même des choses positives. Notre ami Christian de Villeneuve qui nous écoute nous dit il y a quand même une bonne nouvelle. Lui, il est pour les bonnes nouvelles. C'est la déroute d'Erdogan à Istanbul. Ça, c'est vrai qu'on l'a pas traité. On pourrait en dire quelques mots. C'est vraiment une déroute totale et une surprise, malgré tout, me semble-t-il. Je sais pas si. Oui, mais moi je crois que ça va pas changer grand-chose en fait. Vous savez, c'est vrai, en soi c'est une bonne nouvelle pour les valeurs de la démocratie que l'on défend. Mais quand à côté, on pourra certainement en parler, on a aussi l'information qui nous a beaucoup frappé d'un proviseur obligé de quitter son poste parce qu'il est attaqué, parce qu'il a osé faire respecter la loi. Franchement, que la mairie, tant mieux pour la mairie à Istanbul, on est très content, mais c'est pas vraiment ce qui va changer. C'est quand même un signal, quand même. Enfin, peut-être que j'extrapole, mais non, vous ne pensez pas? Non, je crois pas. Je crois puisqu'il faut être un peu optimiste. À chaque fois, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dévoue pour être optimiste. Oui, non, il y a quand même quelque chose qui est assez réjouissant. D'abord, c'est effectivement que l'opposition qui avait échoué dans les élections précédentes, notamment l'élection présidentielle, cette fois réussi à garder et même à progresser dans ces élections municipales. Et puis, il y a Erdogan qui reconnaît lui-même sa défaite. Donc ça, c'est la différence entre un régime totalitaire et un régime autoritaire. Le régime autoritaire, il s'arrange généralement pour gagner les élections, mais quand il les perd, il y a quand même un semblant de démocratie qui reste évidemment en Turquie. Et il a dit aussi que c'était ses dernières élections. Donc il part sur un échec et il va sans doute renoncer. Alors après, dans ces cas-là, quand c'est un régime comme celui-là, on s'interroge. Sera-ce pire ou meilleur? Mais les élections de mémoire en Turquie ont toujours été entachées de beaucoup de suspicions quant aux résultats. Donc là, ça veut dire que c'est pas tant la défaite d'Erdogan, c'est aussi qu'est-ce que devient l'AKP, ce parti appareil qui structure et qui organise toute la société turque. Donc on est peut-être à l'aube d'une évolution importante, mais en même temps il y a tellement à côté de cela d'attaques des démocraties que au fond cette nouvelle paraît quand même à relativiser dans son importance. Commentaire, Frédéric? C'est pour le moins une surprise. Vous l'avez dit, c'est quand même pour le moins une surprise.
Et une mauvaise pour lui qui espérait reconquérir effectivement la ville dont il a été le maire. Christine, un mot. J'ajouterais juste, Erdogan s'est quand même beaucoup investi dans cette élection, qui était certes municipale, donc c'est aussi, on peut dire quand même que c'est un échec pour lui. Quand on se met autant en avant sur une élection pour faire gagner son camp et que c'est une déroute, c'est quand même un échec pour le président Erdogan. Absolument. On se retrouve dans un instant, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, on va parler du petit Émile, entre autres sujets. À tout de suite. Et nous sommes en direct avec vous en ce lundi 1er avril. On continue notre tour de table de ce qui vous a fait réagir. Alors Arlette, vous êtes un peu agacée du traitement de l'affaire du petit Émile. Ce qui me choque beaucoup, c'est le ton utilisé pour en parler. Évidemment, c'est une affaire qui a bouleversé les Français. Évidemment, des faits divers qui concernent, faits divers d'ailleurs, c'est au-delà, ce sont des faits de société. Ça bouleverse les opinions. On parle toujours du petit Grégory et du mystère effectivement de la Vologne. Aujourd'hui, ça veut dire que ça traverse les années et que ça intrigue et ça fait parler, comme on dit. Je comprends tout à fait. Moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est et je donne pas de leçons de journaliste, c'est vraiment, j'enlève ma carte de presse, je la mets de côté. C'est juste en tant qu'auditrice ou téléspectatrice, je n'ai pas aimé le ton utilisé, c'est-à-dire une certaine désinvolture. C'est-à-dire, on parlait, non, il fallait le dire quand même, non pas d'un objet. Quand tu parles du crâne d'un enfant, je suis désolée, c'est pas un objet. On n'a pas retrouvé une bûche, on n'a pas retrouvé une bagnole, on a retrouvé le crâne d'un enfant. Je pense que ça justifie ou ça nécessite un tout petit peu d'utiliser un ton différent. Or, j'ai entendu défiler les magistrats, les policiers, les gendarmes, les experts en tout genre, les psys, répondre à des questions du genre, bon, alors que peut-on faire avec ce crâne? Que peut-on trouver? Je trouve ça... Alors, je demande pas aux gens de pleurer. Il ne s'agit pas d'avoir des sanglots dans la voix. On fait un métier, on évoque, on pose des questions. Mais honnêtement... franchement, c'était pas l'analyse d'un polar, de la mise en scène d'un film. On n'est pas dans la fiction, on est dans la réalité. Et je trouve quand même que, voilà, je vais pas vous dire, il a une famille, bien sûr qu'il a une famille, mais pour tout le monde. Quand on voit en plus le visage de ce garçon qui est absolument adorable, qui vous émeut, je pense tout le monde, je considère qu'on fait son travail, mais on le fait avec un tout petit peu de retenue. De temps en temps, un peu d'humanité, c'est-à-dire une règle générale, ça ne peut pas nuire. Et le déferlement de « Alors, monsieur le psy, dites-nous, est-ce que maintenant on va connaître l'assassin ?» Je trouve franchement que c'était légèrement déplacé. Tout ça dans une surenchère entre les médias, qui était quand même, et encore une fois, je donne pas de leçons, mais là, je me suis dit, stop, ça va trop loin. Mais c'était rien sur rien, quoi. Il n'y a aucune réponse. Pourquoi les fouilles n'ont rien donné, on ne sait pas. L'enfant s'est-il perdu, a-t-il été victime d'un accident, d'un crime, on ne sait pas. Les os ont-ils été déplacés, on ne sait pas. Moi, j'ai été très choquée, effectivement, aussi par la manière dont ça s'est passé. Je regardais BFM hier, parce que je regardais Alain Finkielkraut, qui était excellent. J'étais très intéressée par ce qu'il disait. À un moment, le journaliste Benjamin Duhamel lui a dit « Ah, on vient d'avoir une information ». Il donne cette information, les os ont été retrouvés. Et rien, ni excusez-moi, ni on vous retrouve après, ou après à la reprise, écoutez, on retrouvera Alain Finkielkraut plus tard, on est désolé. Pas un mot d'excuse, c'est-à-dire que la brutalité, ils sont mal élevés, c'est mal élevé. Et puis après, ce défilé de, comme vous le dites, de spécialistes pour parler du vide, d'aucune information, et ces heures d'antenne, est-ce que ça valait un breaking news, comme le dit Finkielkraut? Peut-être il a raison de poser la question, de toute façon, il a toujours raison de poser les questions. En plus, là, il a subi cette société médiatique qui n'arrête pas de dénoncer. Donc, évidemment, il devait être déconcerté. Mais ce qui est incroyable, et pour prolonger ce qu'a dit Arlette, c'est vrai qu'on est, au fond, dans une sorte de maintenant de méta-réalité, créée à la fois par l'univers Netflix, qui fait partie de notre vie quotidienne, je dis Netflix de manière générique, les plateformes, et les chaînes d'infos qui décortiquent et qui autopsient totalement la réalité sociale, politique, et là, pour le coup, extrêmement, je dirais, intime d'un enfant de 2 ans et demi qui a disparu et dont on est en train de retrouver et de confirmer les pires craintes qu'on pouvait avoir.
D'autant plus que vous avez évoqué l'affaire Grégory. À l'époque, on savait que c'était des homicides. Il fallait trouver qui avait tué. Là, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Déjà, on est au début. Mais ce qui me frappe quand même dans le pourquoi il y a cette puissance médiatique partagée et le fait que ça participe effectivement de la conversation de tout le monde, c'est que je crois qu'en fond, sans le vouloir, ce village, ce bébé, enfin cet enfant, et toute la douleur de cette famille, au fond symbolise, je pense, toute une forme d'inquiétude générale, nationale, de la collectivité, on peut avoir un peu de décence, un peu de dignité, comme le dit Arlette. Je parle par rapport à la puissance pourquoi ça s'inscrit aussi profondément dans le programme, je dirais. Juste un tout petit mot, simplement, juste un mot, c'est le cas de le dire. On vous dit c'est la société de l'émotion, mais c'est parler de l'émotion sans émotion. C'est décortiquer l'émotion, ou le faire avec... c'est ça qui est le paradoxe de cette affaire. Oui. Christine, peut-être ? Oui, alors je rejoins ce que dit... Arlette et Mickaël, par rapport à ça, il y a une différence parce que moi, j'avais un petit peu débranché hier et j'ai fait comme à l'époque, me suis branché sur le journal de 20h. Alors j'ai zappé entre TF1 et France 2 et le traitement est complètement différent malgré tout des chaînes d'information où effectivement j'ai basculé après avec ce côté est-ce que on essaye de faire l'enquête avant l'enquête sur un plateau télé où évidemment il faut remplir des heures et des heures alors qu'un journal classique, j'ai envie de dire, va poser les faits de manière brute sans excès, factuel, en disant voilà ce qui s'est passé, voilà ce que l'on sait et voilà ce que les enquêteurs vont essayer de découvrir et les heures qui viennent. Donc c'est assez succinct on va dire si on compare avec une chaîne d'information, mais du coup la chaîne d'information, tout devient supputation. J'ai entendu une question du style bon maintenant qu'on a retrouvé ce crâne, est-ce que les langues vont se délier ? Quel rapport ? Enfin, quel est le, on n'en sait rien. On n'en sait rien. C'est surtout que aussi derrière, ce que j'ai trouvé un petit peu détestable, c'est que on présente la famille du petit Émile comme une famille mystérieuse parce qu'elle ne parle pas, elle ne s'est adressée qu'une seule fois aux médias. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui décontenance, qui interpelle, parce que j'imagine très bien qu'il y a des dizaines de demandes et des dizaines de demandes pour que cette famille vienne s'exprimer face caméra, pour effectivement avoir l'émotion autour de ça. Laissons-la, c'est son droit le plus absolu, et je suis toujours un peu gênée, moi, par ce côté, on se cache derrière les buissons pour avoir cette larme d'émotion. Évidemment qu'elle est anéantie, cette famille. Et les enquêteurs, surtout, doivent faire leur boulot le plus sereinement possible. Attention à cet emballement médiatique où on va juger Pierre-Paul Jacques avant même que la vérité judiciaire puisse être établie. Quoi. Ouais, Frédéric. Je vais pas vous paraphraser parce que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit par vous toutes et tous. Je suis juste sidéré du temps d'antenne qui est accordé à ce genre de sujet. Enfin, quand le 13 septembre, il y a 2 tours à New York qui se font défoncer, je comprends qu'on fasse du direct non-stop et que même si on n'a pas grand-chose à dire, ça permet d'apporter beaucoup de sujets et de s'interroger et de ne pas traiter d'autres sujets tellement l'information elle est sidérante et importante. Là, hier, je comprends pas pourquoi on consacre autant de temps. Non, mais sur rien, c'est commenter du vide sur du vide, quoi. C'était un petit peu le problème. À noter que LCI n'a pas coupé Manuel Bompard, qui était en interview, et c'est ce que dit ce matin Alain Finkielkraut. Il y avait peut-être pas matière à faire un breaking news immédiatement à la réception de l'information. Après, chaque chaîne d'info gère comme il l'entend, et LCI a un peu bousculé son antenne, aussi, mais est revenu à l'Ukraine. Hier soir, c'était de l'Ukraine. Oui. Bon, Mickaël, vous vouliez ajouter quelque chose ? Voilà, je pense qu'on a effectivement tout dit. Je pense quand même qu'effectivement, pour encore répondre à cette interrogation de la puissance à l'antenne et de nombre d'heures, ce n'est pas uniquement la recherche un peu cupide de l'audience et de l'audimat. Je crois que c'est parce qu'il y a quand même une prescience. Vous plaisante, vous êtes naïf, non ? Non, je suis pas naïf. J'essaye de comprendre ce qui se passe parce que c'est pas une question de naïveté. Je crois que au-delà de ce qui se passe dans les chaînes d'infos, le drame de cette famille et de ce petit garçon, tout le monde en parle dans les conversations, et je crois que ça vient raconter, je pense, dans un village bucolique. Voilà, on surfe là-dessus. C'est pas de surfer, ça veut dire. Peut-être qu'ils surfent là-dessus, mais ça n'enlève pas l'authenticité de l'inquiétude.
Voilà. Mais vous avez tout à fait raison. C'est juste le problème, c'est comment on en parle. Voilà. Oui. Encore une fois, moi je trouve que c'est la tonalité qui est insupportable. C'est pas le fait que tout le monde, encore une fois, est ému, tout le monde a suivi, et quand vous avez une information concernant une affaire de ce type, évidemment vous tendez l'oreille, évidemment vous écoutez, et ça vous émeut quelque part. Parce que c'est un intérêt essentiel. Bien sûr, ça renvoie à l'essentiel. Les gens regardent leurs gosses. On était dimanche de Pâques, il y a les petits-enfants. Tout le monde regarde autour, mais c'est justement pour ça. Derrière, on n'est pas dans un truc et on y va, et qui a le meilleur, et le duplex, c'est insupportable. Malheureuse parce qu'elle est pieuse pratiquante catholique apparemment, et elle s'est exprimée uniquement à travers les médias catholiques, et elle a demandé effectivement qu'on respecte le silence et le recueillement. Donc c'était hier pour eux une très mauvaise nouvelle, le jour d'une fête tellement importante pour c'est une belle forme de respect. Oui, absolument. Laissons cette famille tranquille faire son deuil, laissons les enquêteurs faire leur travail, et arrêtons de supputer, de supposer, de commenter le rien sur le rien. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio en direct en ce lundi de Pâques. Lundi 1er avril, nous sommes là avec vous en direct sur Sud Radio, et Michael Darmon, on n'a pas eu votre coup de gueule. Oui, c'est vrai, mais vous allez la voir. Bien sûr. Maintenant, je trouve que c'est celui qui concerne, c'était déclenché par les dernières prises de parole de Jean-Luc Mélenchon devant une assemblée, je crois, de son parti à la fac de Créteil, ou devant peut-être des étudiants, ou les deux en même temps d'ailleurs, une intervention au cours de laquelle il a encore fustigé. On a le son, je crois, donc on peut l'écouter. Il a fustigé, et on va écouter. Il a fustigé ce qui se passait à Gaza en qualifiant ça de génocide. On va écouter effectivement un extrait. Ce qu'il a dit, un petit extrait. Pour Gaza, il n'est pas vrai qu'on ne peut rien contre la guerre à Gaza, qui est un génocide et non pas une guerre. Qui se bat? C'est un génocide. Et nous traiter d'antisémites pour nous faire taire. Pour que ça marche, il aurait fallu une certaine économie de l'usage du mot. À partir d'un certain degré de boule puante, ça sent plus rien. Tout le monde était antisémite. Moi, bien sûr, elle est fille, ça va de soi. Le pape, Edgar Morin, 102 ans, antisémite, quoique juif, et ainsi de suite. Bon, c'est un naufrage, on se dit, ce genre de choses. Non, en fait, en réalité, il faut, je pense, pointer en permanence cette dérive, parce que d'abord, elle se déroule sous nos yeux, et il faut pas en être indifférent, même si elle est maintenant récurrente. Mais là, si on prend Jean-Luc Mélenchon à ses propres termes, en disant qu'il faudrait une économie de mots, oui, arrêtez par exemple de mettre le mot génocide à toutes les sauces, parce qu'en réalité, c'est un contresens historique premier. Si on prend la définition, du terme génocide, et deux, des génocides qui se sont déroulés dans l'histoire, on est sur des faits de guerre que l'on peut critiquer, que l'on peut regretter, déplorer, et c'est le cas. Mais il ne s'agit pas d'un génocide. Je pense que c'est intéressant parce qu'il continue à participer à cette œuvre systématique depuis un peu après le 7 octobre, maintenant qui est très clairement installée, qui est cette je dirais démarche de venir transférer les mots, de venir inverser les valeurs, de transformer effectivement les victimes en bourreaux, et le fait d'acter aujourd'hui et de donner un brevet de résistance au Hamas. Donc de ce point de vue-là, il continue à faire cette œuvre effectivement qui amène à l'antisionisme, à l'antisémitisme. Quoi qu'il en dise, il faut ne pas se laisser impressionner par cette espèce de vocifération rhétorique qui est confondue avec l'intelligence. Je pense qu'effectivement c'est une dérive qu'il faut pointer en permanence. Mais pourquoi? Quel est son but? Le fichier clientèle. Les élections européennes approchent, ça se passe pas très bien dans les sondages pour LFI. Donc on a là la démarche assez classique d'un VRP de son fichier clientèle qui vient s'adresser aux populations qui dans les quartiers votent pour LFI parce qu'ils se reconnaissent dans l'islamo-gauchisme qui est véhiculé par ce parti. Oui. Commentaire? Je ne veux pas rentrer sur le fond parce que ça me donne plutôt la nausée, mais il y a une question que je me pose, c'est pourquoi Jean-Luc Mélenchon voulait absolument mettre les Français à la retraite à 60 ans et que lui ne prend pas sa retraite. Maintenant, je vois que c'est devenu un YouTuber avec son million d'abonnés, ça fait chez eux l'événement. Donc voilà, Jean-Luc Mélenchon est un YouTuber, il cherche à faire de l'audience. Malheureusement, je suis pas certain qu'il choisisse bien ses sujets. Ouais. Oui, je crois Arlette, vous le connaissez, la démarche. Vous l'avez connu il y a longtemps, il n'était pas comme ça. Non, mais il y a une démarche électorale, bien entendu. Ce que dit effectivement
Michael est tout à fait juste depuis le début. En fait, il est discrédité, ou une grande partie de la France insoumise est discréditée depuis le début pour ne pas avoir voulu, et on ne cesse de le répéter, qualifier le Hamas de mouvement terroriste et de dire que c'est un acte terroriste. Donc, il est discrédité. Donc là, il va de plus en plus loin. Parce qu'il y a une campagne électorale, que ça marche pas. Je dirais même d'ailleurs que ces positions lui coûtent sûrement électoralement à la France insoumise. Ouais. Donc ce n'est pas entendu, de même que ces positions abandonnant la laïcité comme il le fait. Il y a une partie de la gauche, des profs aussi, qui se disent que ça va pas du tout. Donc il est un peu lâché, alors qu'il parle de crimes de guerre, ou en tout cas d'accusations de crimes de guerre contre Israël, compte tenu de l'action de l'armée israélienne, ça s'entend. Qu'il dise il faut arrêter la guerre à Gaza, il a raison, et je pense que tout le monde, sauf Netanyahou et une partie de son gouvernement, le pense. La preuve, il y a eu des manifestations ce week-end, effectivement, on l'a vu en Israël, pour demander la libération des otages et la fin des opérations militaires, donc un cessez-le-feu. Donc je pense que la cause peut être entendue, et voire même est juste, en ce qui concerne ce que subissent les civils à Gaza, et la manière dont il l'exprime la discrédite, en tout cas porte une ombre, à la fois sur cette cause et surtout sur ce qu'est son parti politique. Oui, on reste quand même atterré du fait qu'il n'y a pas de demande de libérer les otages pour arrêter la guerre. Tous ceux qui veulent un cessez-le-feu disent il doit y avoir cette négociation. N'articulent pas cette demande avec le fait de libérer les otages, ce qui, pour le coup, lorsqu'on parle avec ou des responsables, ou qu'on constate, on regarde, on ausculte l'opinion israélienne, plaiderait immédiatement pour changer totalement le cours des opérations militaires. Mais ça, peu de personnes, et bien évidemment pas Jean-Luc Mélenchon, ne le demandent. Donc on reste effectivement dans quelque chose d'assez nauséabond. Christine ? Oui, deux choses. La première, c'est, je crois que la semaine dernière, c'est la Fondation Jean Jaurès qui a étudié les intentions de vote en destination de Raphaël Glucksmann, le candidat socialiste, et ils s'aperçoivent qu'effectivement les déçus de Mélenchon sont tentés par la candidature Glucksmann et sur ces questions internationales, justement. Bien ça, c'est très important. Et puis pour bien comprendre ce qui se joue, ce que dénonce Michael là-dedans, je vous invite chaleureusement, si vous avez l'occasion de regarder la série La Fièvre sur Canal+, qui décortique effectivement cette manipulation autour de ces enjeux de société qui clivent. C'est vraiment c'est exactement ce qui est en train de se passer, et ça permet effectivement de lire dans cette stratégie. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'essayer de prendre un peu de hauteur et pas rentrer dans le débat frontal et dans l'affrontement. C'est une excellente série. Je ne sais pas si vous l'avez regardée, Frédéric Fougerat, ça parle de com politique justement, et c'est très très bien fait justement. Il se trouve que Christine me l'a recommandé la semaine dernière, mais je ne l'ai pas encore vu. Apparemment, c'est effectivement à regarder. C'est vraiment, ça s'appelle La Fièvre sur Canal+. Alors juste et en plus de ça, pour la petite histoire, c'est un ancien communicant qui a travaillé avec Jean-Luc Mélenchon, donc qui a écrit une partie des scénarios. Juste petite parenthèse, les audiences des chaînes d'infos sont tombées, donc Michael, pour vous, quand vous dites c'était pas pour surfer sur l'audience, 4,8% sur la journée pour BFM contre 2,3% pour CNews, 2% pour LCI et 0,9% pour France Info. Donc BFM a écrasé effectivement, donc c'est une excellente stratégie de Marc-Olivier Fogiel et de son directeur de la rédaction d'avoir fait ça pour l'audience, en tout cas. Ça a marché. Oui, ça a marché, mais voilà. Moi, ça je veux dire ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a un intérêt pour aussi. Il y a un intérêt. Regarder quand même. C'est évident. On n'a pas attaché les gens dans leur salon pour regarder. Bien sûr. Voilà. Donc de ce point de vue-là, il y a une démarche. C'est évident, mais on peut quand même regretter la manière dont c'est fait. Peut-être qu'il y aurait eu autant d'audience si ça avait été traité d'une manière un peu plus, j'allais dire, convenable, avec un peu plus de distance. Moi, je pense qu'il faut relativiser l'intérêt. L'intérêt, il est suscité. Donc oui, à partir du moment où on suscite l'intérêt, les gens s'intéressent. Mais si on avait suscité l'intérêt avec d'autres sujets... Non, la preuve, c'est qu'il y avait autre chose. Sur LCI, en l'occurrence l'Ukraine, il n'y a pas eu le... Il y a quand même un fait nouveau important. Parce que on excite les gens avec le sang, c'est les jeux du cirque. Après, il y a un fait nouveau important. C'est un rebondissement quand même hier. On était jusqu'à la semaine dernière sur toutes les hypothèses, la disparition, l'enlèvement, la mort de l'enfant. Là, il y a
il y a confirmation que le petit garçon est décédé. C'est toutes les pistes qui s'ouvrent derrière. Donc il y a quand même un fait journalistique important sur une enquête judiciaire qui est arrivée au cœur de l'été dans un petit village. Donc, voilà, il y a tout le scénario derrière qui fait que on est dans un tournant de cette enquête, un rebondissement important. Après, c'est ce que dit Arlette, c'est pas l'importance de l'information, c'est la façon dont les choses sont amenées et sont traitées, comme dit Arlette. Et je suis d'accord. C'est pas un bout de chaussure qu'on a retrouvé. C'est le crâne d'un être humain et d'un petit garçon de 2 ans. Voilà. Je voudrais juste, vous me permettez à moi. Coup de cœur, coup de gueule, c'est demain la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc il y a une grande campagne qui a été lancée par Fadila Khattabi, qui est la ministre en charge des personnes handicapées. Donc formidable, une campagne comme celle-là, mais je voudrais qu'il y ait aussi de l'action, c'est-à-dire dépenser de l'argent, vous allez me dire que c'est sans commune mesure et sans proportion, donc mieux faire connaître les troubles du spectre de l'autisme, c'est formidable. Maintenant, on attend aussi qu'il y ait des actes concrets dans l'accueil des enfants autistes, dans l'accueil des jeunes adultes et dans le terrible dénuement dans lequel se retrouvent les parents de ces enfants. Donc oui, c'est bien une campagne, mais l'action et ne pas obliger des parents à partir en Belgique parce que leurs enfants ne peuvent pas être accueillis en France, ce serait encore mieux. Vous, Frédéric, qui êtes assez sensible à chaque fois au sujet du handicap, on en parle souvent ici. Oui, je reviens souvent sur ce sujet, mais c'est très important d'informer, de sensibiliser, mais effectivement, il faut aussi de l'action, il faut de la preuve, il faut des résultats. Donc là, c'est une étape, informer, sensibiliser, c'est une chose, mais maintenant, il faut aussi de l'action et des résultats. C'est les affichettes dans les commissariats. Je me souviens de cette ministre des droits des femmes qui me disait, pour lutter contre les violences faites aux femmes, c'était sur LCI il y a plus de 15 ans, et qui m'avait dit, on va mettre des affichettes dans les commissariats. Voilà où on en est aujourd'hui, avec toujours autant de féminicides. Donc voilà. Complètement Hein, Christine ? Oui, non, je suis d'accord avec ça. Et en plus, c'est dévastateur, je trouve, à chaque fois, ces effets d'annonce. Ça n'a strictement rien à voir. Mais ce matin, on lit par exemple que l'annonce sur le Pass-Rail, qui était destinée à prendre le train plus facilement, ne verra quasiment jamais le jour parce que c'est infaisable. C'est toujours ce côté, on fait des annonces avant même d'avoir réfléchi à comment on va pouvoir faire le dispositif, et derrière on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas. C'est comme la ministre de l'Éducation nationale qui annonce des forces de brigade pour intervenir rapidement dans les lycées. Une fois qu'on décortique, c'est une très belle annonce, mais ils sont 20. Ils sont 20. C'est ça. Ils sont 20. Enfin, je veux dire, les enseignants, c'est au quotidien qu'il faut qu'ils soient accompagnés, aidés, les proviseurs dans tous les bahuts. Enfin, je veux dire, vous avez un assistant d'éducation. Enfin, excusez-moi, je pousse mon coup de gueule parce que je suis mère d'élèves, j'ai Parcoursup à remplir comme tous les parents, et on connaît la vie, de nos établissements publics. Il y a un surveillant pour 800 élèves. Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, un assistant d'éducation. Vous demandez rendez-vous pour un conseil d'orientation. Enfin, je veux dire, vous avez 3 mois d'attente. Donc, c'est ça la réalité. Donc, c'est super ces annonces, ces campagnes de pub, de sensibiliser. On fait appel aux médias, on vient, on est présent. Mais je suis d'accord, c'est que derrière, si ça ne suit pas, comment l'effet est dévastateur pour le lien entre le citoyen et l'action publique. Ça, c'est terrifiant. J'ai fait un coup de gueule aussi la semaine dernière sur les pubs entre guillemets Amélie. On va nous taxer. Enfin, il y a Amélie, donc la sécurité sociale. N'opposez pas de lapin à votre médecin. Il y en avait eu qui sont utiles, mais allez sur le site Amélie pour trouver vos documents. Enfin, on se demande à quoi sert une campagne comme celle-là. On a besoin d'argent, on a besoin et la com, peut-être pourrait arriver un petit peu plus tard. On est parti sur un autre sujet, mais c'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Mais c'est vrai que l'autisme, en fait, je me suis dit, on va sensibiliser, on sensibilise. Et alors c'est le coup de com' permanent. C'est le coup de com' permanent. On va d'abord laisser répondre le spécialiste de la com à cette démarche. Après, je pense que c'est toujours important de mettre ces sujets sur la place publique, mais ça ne sert à rien s'il n'y a pas de l'action derrière. Donc je vais tourner en boucle. Quels moyens elle a, la ministre des Personnes handicapées aujourd'hui? Quels moyens? Aucun. Parce que la réalité, effectivement, pourquoi la com reste sans effet, c'est que derrière il y a une autre réalité qui a été dévoilée il y a quelques jours aux Français à la faveur de cette donnée
données de l'INSEE qui a établi le déficit public au-delà du PIB de manière extrêmement importante. Et beaucoup plus que le gouvernement ne vous laisse faire savoir. Ça veut dire que le budget a été fait, maintenant les Français le savent et le comprennent, il était fait sur des bases qui ne correspondaient pas à la réalité. Ça, c'est déjà une information très importante. L'autre information très importante, lorsqu'on parle avec les responsables justement des finances publiques, sans les caméras et qui, avec un peu d'honnêteté, ils nous disent, en fait, le quinquennat, sur le plan économique, est terminé. On ne peut plus rien financer. Les 50 milliards d'économies qu'il faut trouver, en réalité, ce sont 80. C'est à peine dit, ou c'est jalonné de manière, là pour le coup, dans une com extrêmement précautionneuse de la part du gouvernement, aux Français, où on lâche régulièrement comme ça des bribes de vérité. Le mot rigueur est de plus en plus lâché. Au sujet du débat sur la fiscalité qui pourrait venir combler les caisses vides, on commence à avoir les formules de part et d'autre. Je n'ai pas de tabou, il n'y a pas de tabou, on va regarder ça sans tabou. Bref, on a compris, c'est avec impôt, mais ce sera pour bientôt. Donc on est en train de préparer l'opinion, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a plus d'argent pour financer quoi que ce soit. Et que toutes les mécanismes auxquels on assiste ne seront que du bricolage. Avec une question très importante pour les Français, où va l'argent ? Oui, bien sûr. C'est toujours la même question. On revient aux Gilets jaunes, qui avaient posé la question absolument fondamentale. S'il y a beaucoup de dépenses sociales, il y a beaucoup de dépenses, il y a beaucoup d'argent qui va dans les services publics. Le problème, c'est qu'ils ne fonctionnent pas. Et donc, la vraie question est celle-là. Où est l'efficacité ? Où passe cet argent et est-ce qu'on finance effectivement des services qui ne marchent pas, et moins ils marchent, plus on met d'argent, et plus on met d'argent, moins ça marche. Donc c'est quand même le vrai mystère français, ça, pour moi. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Allez, comme on a 3-4 spécialistes de politique, Christine, je vous mets plus généraliste, mais les commentateurs que sont... SFR aussi. Voilà, SFR, Christine. Oui, mais vous êtes des vétérans, pardon. Mais c'est gentil. Des vétérans du commentaire politique. Hier, il y avait un article dans le Parisien à propos de Gabriel Attal. Gabriel Attal is the new Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison ? Alors Frédéric, c'est vous qui avez choisi le sujet. Je vous ai proposé, on avait 3 sujets qui restaient. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est de la com ? C'est beaucoup de com ? Partiellement d'accord. D'ailleurs, je sais pas si c'est flatteur ou si c'est pas flatteur comme comparaison. Je pense que Attal, il a conscience qu'il faut faire et qu'il faut aussi faire savoir. Je pense qu'il a conscience qu'il faut s'attaquer aux gros dossiers, mais qu'il faut aussi aller chercher des petites victoires. Je pense que c'est plutôt un bon communicant. Là, c'est là où je le comparerais peut-être pas avec Sarkozy, c'est que je pense que c'est quand même quelqu'un de plus sensible, de plus subtil. En tout cas, c'est une autre génération, c'est un autre style, c'est peut-être aussi une autre époque. C'est peut-être un tout, mais je pense qu'il a le sens aussi de la communication, et c'est vrai qu'il y a des gros dossiers, il y a de la plomberie où il faut aller bosser, et ça fait pas forcément d'effet. Puis à côté, il faut aller chercher des petites victoires pour aussi montrer qu'on travaille, montrer qu'on agit, montrer qu'on est énergique. Donc dans ce sens-là, peut-être peut-il être comparé à Sarkozy. Il a pas peur de sortir de Matignon, il a pas peur d'aller sur le terrain, il a pas peur d'aller à la confrontation et de parler avec les gens. Il y en a qui n'ont peut-être pas peur de ça, mais qui en tout cas donnent un sentiment d'être beaucoup plus réservés, beaucoup plus à l'aise dans leur dossier à étudier, à l'aise dans leur bureau à étudier leur dossier. Bon, lui, c'est plutôt un homme de contact. Mais on revient à notre sujet précédent, des paroles et des actes. C'est-à-dire que c'est bien de faire de la com, après il faut que... Et des résultats. La com, elle doit accompagner, elle doit pas remplacer. La com, elle doit pas maquiller les défaillances ou les faiblesses. Elle doit les accompagner, les valoriser. Donc la com n'a d'efficacité et d'utilité entre guillemets positive que si c'est parce qu'il y a quelque chose de réel derrière. Arlette, il y avait déjà Gérald Darmanin qui faisait du Sarkozy. Donc si tout le monde essaye de faire du Sarkozy, ça veut dire quoi ? Parce que c'est un moment aussi où Nicolas Sarkozy quand même devient de moins en moins populaire, y compris dans son camp où on le regarde un peu de travers désormais. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement aller sur le terrain, prendre des engagements très fermes, et après il y a les résultats. Donc ça c'est autre chose. Et en ce qui concerne Gabriel Attal, il a bien compris. Donc il a un parler clair, cash, comme l'avait effectivement l'ancien président de la République. Mais moins provoque. Il annonce. Moins provoque. Oui, moins provoque. Et puis, mais simplement, maintenant, il y a les résultats. Donc c'est là qu'on attend Gabriel Attal. Voilà, ce sont les résultats. Action, résultat. On attend les résultats.
Alors, je suis pas du tout d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, d'accord. Gabriel Attal n'a strictement rien à voir avec Nicolas Sarkozy. Que vous connaissez bien. Je dirais, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir eu une prise d'otage à Neuilly quand on était jeune maire, et qui a posé pour des générations la notoriété d'un personnage dans sa démarche et dans son acte, justement. Parce que la façon dont cet élu devant les Français se comporte est totalement nouvelle pour l'opinion française et pour la culture politique française. Après, en termes de com, c'est lui qui a inventé la communication politique qui inverse les données, c'est-à-dire l'annonce précède l'action. Et le fait d'avoir annoncé quelque chose, c'était comme si la démarche et l'acte étaient déjà pratiquement fait, la décision était faite. Ça, c'est là-dessus qu'il fonde ensuite son essor et sa conquête. Et puis, troisième chose, Gabriel Attal veut plaire, a besoin de... Enfin, je veux dire, il n'a pas de... On sent une forme de sérénité, c'est-à-dire qu'il n'a pas de revanche à prendre. Ouais. Nicolas Sarkozy a construit tout le moteur de son ambition sur une revanche sociale, personnelle, politique, peut-être même identitaire, qui a été son moteur absolu. Souvenez-vous, hein, il a souvent raconté effectivement sa vie de jeune fils de femmes divorcées à Neuilly, c'est-à-dire SDF, quoi, sans relation, et étant toisé par tous les fils de grandes familles des grandes industries françaises, et en disant je vais rester poli, je les aurai tous. On a compris que c'est un autre terme qu'il a ensuite prononcé. Donc on n'est pas du tout sur la même matrice humaine, et je dirais la même audace politique d'un Sarkozy qui a osé s'affronter à Jacques Chirac, ce que ne fait pas Gabriel Attal, si tant est qu'il est... Attendez, à position égale dans une fin de présidence. Oui, Christine ? Oui, après c'est une génération complètement différente par rapport à Nicolas Sarkozy, parce qu'il y a aussi toute l'action que mène Gabriel Attal via les réseaux sociaux, qui s'adresse à une génération... beaucoup plus jeune. Alors, est-ce que ce coup de cette volonté de saturer l'espace médiatique avec des déplacements, des annonces chocs, dire c'est moi qui décide, mon ministre de l'économie, ma ministre de l'éducation nationale, voilà ce que moi je vais faire et j'ai demandé à mon équipe de travailler. Est-ce que ce style-là, pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien dans les enquêtes d'opinion, donc pourquoi s'en priverait-il? Premier constat. Est-ce que ça amené à durer? Les Français sont assez, on va dire, raisonnables, c'est-à-dire qu'ils verront après ce que ça donnera comme résultat. Enfin, dernière chose, Gabriel Attal, le style Attal, arrive après le style Elisabeth Borne, qui était complètement à l'opposé, qui était une femme de dossier, techno, qui était pas à l'aise sur les plateaux télé, dans les interviews radio, et quand les micros se tendaient vers elle, c'était pas du tout la même génération, mais on verra après sur les résultats, parce que on l'a dit tout à l'heure, Gabriel Attal arrive dans une période où les caisses de l'État sont vides, donc il va pouvoir dire des choses, mais quelle sera l'action qu'il mettra en place pour que les Français se rendent compte que leur quotidien va s'améliorer? Je demande à voir. Je demande à voir. Oui, juste un mot. Il a tout à fait raison, Michael. Gabriel Attal, très différent de Nicolas Sarkozy, il sourit. Ouais. Il sourit, Gabriel Attal. Même quand il arrive au milieu d'agriculteurs qui sont très en colère, il arrive et il leur sourit. Et ça, je trouve que ceux qui sourient en politique, la liste est très courte. C'est vrai. Ils sont peu nombreux. Je n'ai pas remarqué qu'ils souriaient, c'est important, c'est toujours important parce que déjà c'est une forme d'élégance dans la vie de façon générale, c'est pas lié qu'à la politique, mais Arlette a raison. Mais peut-être que pour faire le lien entre ce que dit Arlette et ce que dit Michael, c'est simplement aussi parce qu'il n'est pas dans une situation de revanche et donc de colère. Sarkozy, il était dans cette situation, comme a dit Michael. Mais quand même, ce qui les lie, et Michael a dit qu'il n'était pas du tout d'accord avec ce que j'avais dit, mais en fait moi je suis tout à fait d'accord avec ce que lui a dit, donc je pense qu'on est plutôt d'accord. Il y a quand même une chose qui les relie, c'est une forme de volontarisme qu'on ne voit pas toujours chez les politiques. Peut-être que c'est aussi le signe de l'animal politique avec un grand A. Il avait montré quand il était au ministère de l'Éducation. Sarkozy arrive en fin d'époque. Mitterrand-Chirac, la France était totalement assoupie, empesée, corsetée. Lui, il vient dans une logique un peu de coach, de réveiller, décomplexer, il est venu bousculer. Ça a été sa contre
contribution, je dirais. Après, il a été en essor, il a été en conquête. Il a posé aussi une nouvelle catégorie, une pippolisation de la vie politique. On a quand même eu droit à un divorce et un remariage dans la même année, première année du quinquennat, des spectacles absolument inédits. La fusion publique-privée, c'est lui qui l'a posé. On n'a jamais été à ce point avec lui et son équipe ensuite dans l'exposition de l'intimité au service d'une stratégie. Donc de ce point de vue-là, il a posé beaucoup de catégories. Et puis après, quand il est arrivé à l'Élysée, les choses se sont un peu gâtées. Ouais. Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Merci à vous, merci d'avoir été avec nous en ce lundi de Pâques. Très bonne journée sur Sud Radio et à demain.